Concernant les sources aux canaux de l'information scientifique, en fait, il y en a plusieurs, ils sont très divers et très variés. Je commence par la première source qui est en général très sollicitée par les étudiants, vu son accessibilité et sa rapidité, à savoir les sites web ou les sites internet. Je dis pas non, surtout au début, lorsque vous commencez votre documentation. Vous pouvez faire une large lecture pour pouvoir vous familiariser avec les termes qui sont en relation avec votre thématique. Mais par la suite, il va falloir affiner votre lecture et passer aux autres sources de l'information scientifique, à savoir par exemple les thèses. N'oubliez pas qu'il y a également les thèses, vous pouvez les consulter, vous pouvez les lire, mais là aussi, il va falloir savoir comment exploiter l'information qui est à l'intérieur. Donc, vous pouvez également utiliser les références bibliographiques qui sont à l'intérieur de ces thèses, mais à condition, bien sûr, de les consulter et de les lire. Il ne faut pas se contenter de juste prendre les titres qui sont à l'intérieur des thèses et se dire qu'on a une large documentation. Il faut chercher ces articles ou ces documents et les lire et les analyser. Il y a également les ouvrages qui donnent des informations qui sont très explicatives et qui sont très intéressantes. Et il y a également les articles de périodiques que je considère comme étant la source privilégiée pour la recherche de l'information scientifique. Vous allez comprendre comment et pourquoi, puisque nous allons analyser quelques-uns de ces sources et nous allons voir l'importance de chaque canal ou chaque source. Alors, nous allons commencer par l'ouvrage comme étant la première source de documentation que l'on va voir. Quand je dis première, c'est pas par ordre de priorité, mais juste la première source que l'on va aborder dans notre cours. Alors, c'est quoi un ouvrage? C'est ce que vous appelez communément un livre ou un bouquin, tout simplement. Qu'il soit un ouvrage, bon, on va s'intéresser aux ouvrages bien sûr scientifiques et on va commencer par donner sa définition. Alors, comme vous pouvez le constater, nous avons défini l'ouvrage comme étant une publication non périodique qui se présente sous une forme imprimée, format papier, ou alors une forme électronique, puisque vous savez très bien que maintenant vous avez ce qu'on appelle les e-books, c'est-à-dire des ouvrages électroniques ou alors des livres électroniques. Alors, l'ouvrage, qu'il soit sous forme imprimée ou sous format électronique, il va avoir ses propres identificateurs, donc des identificateurs qui vont le spécifier. Alors, il est identifié en tant qu'un objet unique, je dis bien unique, par des éléments d'identité propres à ce document. Exemple, nous avons le titre et nous avons l'ISBN. C'est quoi l'ISBN? C'est International Standard Book Number. Donc, c'est un nombre qui va spécifier chaque ouvrage et qui va être propre à cet ouvrage. Il ne va pas se répéter pour plusieurs livres. Il va être unique pour cet ouvrage. Et vous avez également les codes barres commerciaux et vous avez également le ou les auteurs. Alors, cet ISBN, par exemple, où est-ce qu'on va le trouver? Comme on peut le constater sur cette photo, là sur le dos de cette couverture, donc c'est ce qu'on appelle la quatrième de couverture pour cet ouvrage-là, pour ce bouquin. Vous avez ici, comme on peut le lire, c'est l'ISBN, donc il caractérise donc cet ouvrage, et vous avez également le code barre commercial. Également sur cette photo, vous avez le code barre commercial et vous avez le prix. Alors, le prix n'est pas un identificateur qui est spécifique, si vous voulez, parce que le prix, il n'est pas stable. Il peut changer d'un pays à un autre, par exemple, d'une bibliothèque à une autre, ou alors d'une année à l'autre, alors que les autres identificateurs, ils sont stables, ils spécifient d'une manière qui est très précise chaque ouvrage. Alors, toujours, nous sommes dans la rubrique pour des sources et des canaux de la documentation scientifique. Donc, nous allons entamer l'Internet.
ou le web qui est de plus en plus utilisé puisque les sites online sont de plus en plus sollicités, surtout par les étudiants, pour pouvoir faire leurs recherches. Il est vrai que l'Internet, ça je ne vous l'apprends pas, c'est une bibliothèque virtuelle qui peut contenir presque tout, des ouvrages, des périodiques, des thèses, des logiciels, des films, etc. Mais ce n'est pas parce qu'on trouve tout dans l'Internet qu'il faut tout prendre. Donc, tout ce qu'on trouve dedans n'est pas systématiquement bon à prendre. C'est pour ça qu'il faut être vigilant et utiliser le contenu avec prudence. Donc, il faut avoir quelques astuces ou quelques atouts, si vous voulez, pour pouvoir évaluer les documents que vous allez trouver à l'Internet, pour pouvoir les évaluer à leur valeur, à leur propre valeur, et décider soit de les retenir pour exploiter leur contenu, soit de les rejeter parce que soit ils sont suspects, soit parce qu'ils sont désorganisés, soit parce qu'ils ne répondent pas exactement à ce que vous cherchiez. Donc, tout d'abord, il faut donc sélectionner donc, les documents que vous allez trouver dans l'Internet, les e-documents, selon des critères qui sont bien sûr liés aux objectifs, à l'objectif ou alors aux objectifs de votre travail. Donc là, je reviens encore à ce fameux terme qui est l'objectif ou les objectifs de votre travail, qui vont bien sûr décider comment sélectionner les critères relatifs ou associés à votre objectif. Donc, tout d'abord, il faut choisir les mots-clés, les bons mots-clés, ça vous le savez, pour pouvoir entamer une recherche au niveau de l'Internet. La première des choses que vous faites, c'est des mots-clés, le keywords. Donc, ces mots-clés peuvent être sous forme soit de termes, soit des expressions, soit des fois des exemples qui caractérisent le mieux votre sujet ou votre projet, ou votre thématique, comme vous voulez. En fait, je dis ça tout à la fois parce que des fois, lorsque vous utilisez un terme qui est précis, soit vous ne tombez sur aucun document, vous ne trouvez rien parce que le terme il était trop précis. Donc, dans ce cas, il va falloir l'élargir un peu. Ou alors, si vous utilisez des termes qui sont trop généraux, par exemple, je ne sais pas moi, vous dites diabète ou vous dites palmier, alors là, vous aurez l'embarras du choix. Vous aurez beaucoup de documents que vous allez trouver, vous ne saurez plus qu'est-ce qu'il faut choisir. Dans ce cas, il va falloir au contraire restreindre, si vous voulez, la recherche et ajouter un terme pour diminuer ce que vous avez trouvé. Donc, lorsque vous avez un terme qui est trop généralisé, on obtient beaucoup de documents, on dit qu'on a trop de bruit, donc il va falloir restreindre, si vous voulez, un peu préciser le terme ou le mot-clé, et vice-versa, si il est trop précis, que vous trouvez qu'il y a très peu de réponses, dans ce cas, il va falloir un peu élargir, ou alors vous pouvez utiliser des expressions ou alors des exemples qui vont caractériser votre thématique. Alors, supposons que vous avez trouvé ces documents, donc j'ai dit qu'il va falloir savoir comment les évaluer. Alors, c'est ce que j'ai dit, donc nécessité de savoir évaluer l'information, et on va donner quelques astuces pour pouvoir le faire. D'abord, il faut chercher le créateur du site ou du document que vous avez eu entre les mains. Alors, le créateur, c'est celui qui a créé, ça peut être l'auteur, ça peut être le créateur du site. Il faut chercher, il faut savoir, il faut voir, est-ce que le créateur, c'est un chercheur ou un organisme qui est expert dans le domaine. Par exemple, vous êtes en train de chercher pour un sujet X, par exemple le diabète, et vous tombez sur un article qui est écrit par un auteur qui travaille sur un laboratoire médical ou un docteur en médecine ou un chercheur dans le cadre de la médecine ou de la santé. Donc là, en principe, ce qu'il va écrire va être crédible. Ou alors, vous êtes en train de chercher une information concernant le domaine
de l'agroalimentaire, par exemple, et vous tombez sur l'organisme FAO. Donc là aussi, en principe, ça devait être une information qui est crédible, etc., etc. Alors, comme deuxième astuce pour pouvoir évaluer, la date de publication. En général, il faut chercher des articles qui ont été édités récemment. Il ne faut pas chercher des informations qui sont trop anciennes, qui risquent d'être périmées. Parce que même les informations scientifiques, des fois, ils sont périmés, ils sont mis à jour en fonction, bien sûr, de ce qui a été trouvé par les scientifiques, en fonction des nouvelles recherches et des nouveaux résultats. Bon, d'autres, bien sûr, informations ne sont pas périmées, comme il s'agit, par exemple, de ce qui est de l'anatomie, etc. Là, ce sont des informations qui sont figées, stables, plus ou moins, si vous voulez. Alors là, quand je dis la date de publication, vous cherchez des dates qui sont récentes, mais enfin, ça dépend également de votre objectif. Si jamais, par exemple, votre objectif, c'était de chercher l'évolution au cours du temps, là, bien sûr, il va falloir prendre des dates qui sont anciennes, d'autres qui sont récentes pour pouvoir comparer. Je donne un exemple. Vous êtes en train de chercher l'évolution du diabète au Maroc les 10 dernières années. Donc, bien sûr, vous n'allez pas chercher les prévalences du diabète juste en 2020. Donc, vous allez chercher depuis à peu près 2010 jusqu'à 2020. Donc, toutes ces années-là, normalement, vous intéressent. Ou alors, vous êtes en train de chercher l'évolution du Bayoud dans la palmeraie de Marrakech. Donc, là aussi, vous allez chercher des dates anciennes jusqu'aux dates récentes pour pouvoir voir cette évolution au cours du temps. Donc là, je dis encore, l'objectif, il est important. Si vous n'avez pas un objectif qui est relatif au temps, donc bien sûr, il va falloir chercher des dates qui sont récentes. Alors, également, il faut avoir cherché l'objectif du site. Je m'explique. Il faut être vigilant là et intelligent pour pouvoir voir qu'est-ce qu'il y a derrière le site. Il faut en général chercher des sites qui n'ont pas de but lucratif, c'est-à-dire qu'ils ont un but non lucratif. Je m'explique, c'est-à-dire qu'ils ont une activité avec un but autre que partager des bénéfices. C'est-à-dire le site est là juste comme but de partager l'information scientifique et non pas un bénéfice matériel ou politique ou autre chose. Donc l'objectif du site doit être juste partager l'information, la faire parvenir, si vous voulez, au public qui est intéressé dans ce domaine, tout simplement. Autre point d'évaluation, chercher l'auditoire visé. Alors là, il faut également savoir évaluer, donc, quel est l'auditoire, quel est le public qui est visé par ce site. C'est-à-dire que vous êtes en train d'évaluer le niveau de structuration et de rédaction de ce site. Des fois, vous avez l'auditoire qui est visé, c'est tout simplement des enfants ou alors des écoliers ou alors le grand public. Et dans ce cas, bien sûr, le langage qui va être utilisé dans ce site, c'est un langage qui est très simplifié, c'est un langage qui est très vulgarisé pour pouvoir, bien sûr, atteindre un auditoire qui est très jeune. Donc là, ce sont des termes qui est trop simplifié, qu'il va falloir quand même dépasser. Ou alors, vous aurez l'inverse. Des fois, l'auditoire visé, c'est un auditoire qui est très expert. Et dans ce cas, il va y avoir des termes qui sont très pointus, des termes qui sont très techniques, trop techniques et trop pointus, jusqu'à ce que vous voyez incapable de comprendre les termes et de comprendre les termes qui sont délibérés. Donc, il faut choisir des sites qui, normalement, sont en accord avec votre niveau, avec les termes normalement que vous utilisez, des termes bien sûr qui sont scientifiques, mais de toute façon vous avez déjà un bagage qui est assez riche pour pouvoir comprendre avec les prérequis que vous avez emmagasinés pendant tous les semestres que vous avez
que vous avez vues jusqu'à votre 6e semestre. Donc, en principe, vous êtes capable de comprendre des sites qui sont à un niveau quand même assez important. Un autre point, c'est l'organisation du site. Donc, normalement, en principe, un site qui est crédible devrait être un site qui est bien organisé, qui est écrit avec une logique qui est correcte, avec un orthographe qui est clean, où il n'y a pas de fautes, avec aussi bien fautes d'orthographe que fautes de structure. Je dis bien qu'il est organisé avec des chapitres, avec des paragraphes, avec des sous-sections, etc. Si vous avez un site qui est désorganisé, avec plein de fautes, alors là, pour moi, c'est un site qui est suspect. Et même l'information qui va être à l'intérieur, pour moi également, elle va être suspecte. Je la lis d'abord, d'accord si vous voulez, mais je ne vais pas tout retenir comme étant une information qui est crédible, que je vais utiliser comme référence dans mon écriture. Également, dernier point, voir est-ce que le site est une référence, c'est-à-dire est-ce que le site il est utilisé fréquemment. Par exemple, vous tombez sur le site par exemple de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé. Là, c'est un organisme qui est une référence, qui va vous donner par exemple les prévalences, les statistiques. Donc, il est référencié, il est tellement connu que toutes les informations qui vont être dedans, ce sont des informations qui sont crédibles et qui sont bien ficelées. Il y a d'autres organismes, bien sûr. Vous avez par exemple le FAO, vous avez les laboratoires qui sont renommés, vous avez le Pasteur, vous avez les sites d'université, etc. Donc là, il y a des experts qui sont derrière, des chercheurs, des scientifiques qui sont derrière. Donc les informations et le contenu, c'est un contenu qui est crédible et que vous pouvez prendre comme une information que vous allez utiliser dans votre documentation.